troubles bipolaires. Voilà. Donc, on va parler de la neurobiologie du trouble bipolaire. Alors, un tout petit peu, je vais d'abord juste me présenter pour que vous sachiez qui vous parle. Moi, je suis Marie, hein, j'habite au Mexique, non, j'habite ici et j'étudie, j'ai fait médecine, j'ai fait psychiatrie et puis après j'ai fait une surspécialité en troubles bipolaires. Et je travaille dans un institut de recherche, donc c'est un institut de psychiatrie. Et dans cet institut, on fait de la recherche et il y a aussi des consultations et une clinique spécialisée en troubles bipolaires. Moi, ici, je suis que chercheuse, mais je fais, dans la partie privée, je fais une consultation qui est principalement sur les troubles de l'humour, donc dépression et troubles bipolaires. Donc, aujourd'hui, on va voir donc les parties qui font partie de la physiopathologie du trouble bipolaire. On va voir différents niveaux. On va voir la génétique d'abord, puis une pathologie à niveau cellulaire. Et après, on va voir un petit peu des anomalies qui sont présentes dans les neurotransmetteurs. Après, dans la structure et la fonction cérébrale. Et finalement, la pathologie des circuits neuronaux. Donc, pour montrer ceci, en fait, ce que je voulais montrer avec ce schéma ici, c'est qu'en fait, on a des altérations qui se présentent dans les gènes. Et ces altérations, en fait, font une cascade de conditions qui terminent par affecter le comportement des personnes, et c'est ce qu'on voit. Non, à la fin, nous, on voit le comportement qui est changé, on voit l'humour qui est affecté, on voit la cognition qui est affectée, on voit des altérations motrices on voit justement des altérations motrices. Mais tout ça, à la fin, c'est ce qu'on voit ici, mais c'est dû à des altérations qui sont, disons, au-dessous de tout ce qui se passe, de tout ça, et qui commencent par des gènes qui fonctionnent différemment, disons. Et ces gènes peuvent fonctionner de façon différente, soit parce qu'on a des altérations, des gènes qu'on a hérités de façon anomale, soit parce que ce sont des gènes qui se sont activés alors qu'ils ne devaient pas être activés. Aussi, on a des gènes qui font le contraire, qui nous protègent contre le trouble bipolaire, mais alors ils peuvent être déactivés. Et ceci entraîne des changements au niveau cellulaire, comment les neurones se communiquent entre elles, comment les neurones fonctionnent. Et ceci affecte ensuite les circuits et la communication entre une neurone et une autre, entre un système neuronal et un autre système neuronal dans le cerveau, et finalement, on finit par voir ce qu'on voit comme psychiatre. Et donc, tout ça, il y a l'environnement qui affecte tous les systèmes, même les gènes du début. Alors, on va voir petit à petit chacun de ces systèmes ici qui sont altérés, et on va voir un petit peu l'évidence qu'on a des altérations dans tous ces niveaux. Et donc, je vous répète, si vous avez des questions à n'importe quelle partie, vous ouvrez votre micro et vous me dites votre question. Donc, d'abord, alors, la génétique du trouble bipolaire, c'est très important de comprendre que la façon dont les gènes peuvent finalement terminer dans une pathologie peut être très facile, comme celle-ci, un gène qui est affecté et qui donne une seule maladie, peut être un petit peu plus compliqué, comme un gène qui peut donner plusieurs maladies différentes. On peut avoir plusieurs gènes qui donnent une seule maladie, ou bien on peut avoir plusieurs gènes qui donnent plusieurs maladies et qui, en fait, disons, se communiquent
un avec l'autre. Et finalement, on a beaucoup de présentations différentes. Alors, dans tous ces cas-là, dans ces 4 cas-là, en fait, ce sont des maladies qui ont une altération génétique à la base. Mais les altérations peuvent être très faciles ou très compliquées. En psychiatrie, on est ici. On a une relation entre gènes et présentation très variée. Et donc, c'est vraiment ce qui fait que l'étude génétique des troubles psychiatriques soit très compliquée. Comment est-ce qu'on sait qu'il y a à la base des altérations génétiques dans le trouble bipolaire? Parce que le risque d'avoir un trouble bipolaire varie selon l'héréditabilité. Donc, dans la population, le risque d'avoir un trouble bipolaire est juste de 0,5 à 1,5%. Mais quand on a des jumeaux monozygotiques en trouble bipolaire, ben alors, ceci augmente vraiment beaucoup. Donc, on a des gènes de susceptibilité, puis un entourage, il y a tout un environnement qui vient affecter cette susceptibilité génétique qu'on a héritée. Cet entourage peut à la fois altérer les gènes à travers la méthylation et ce qu'on appelle le imprinting, ou bien affecter directement le comportement de la personne et affecter la façon dont elle réagit à des changements dans son comportement et dans les différents circuits qui sont impliqués. Et finalement, cette combinaison-là, c'est celle qui donne la présentation clinique de troubles bipolaires concomitants. Donc, les études en jumeaux, c'est vraiment la base de la raison pour laquelle on sait que le trouble bipolaire a une base génétique. Ce qui en fait maintenant n'est plus en question. Maintenant, on sait vraiment qu'il y a une base génétique, mais les gènes qui sont impliqués sont beaucoup et la façon dont ils interréagissent est très compliquée. Donc, dans ces études-là, ce sont des études dans plusieurs pays. Et ce qu'on voit, c'est que la fréquence de présentation de troubles bipolaires est beaucoup plus haute dans les jumeaux qui sont monozygotes par rapport aux jumeaux qui sont dizygotes. Donc, ceux qui partagent la séquence d'ADN sont beaucoup plus en risque d'avoir un trouble bipolaire qu'ont son frère, son jumeau, donc, un trouble bipolaire. Et ceci est donc quelque chose qu'on a pu voir dans plusieurs pays différents. Donc, il n'y a pas la culture qui fait partie de ça. Ce n'est pas l'environnement seulement qui agit ici. C'est juste la génétique qui fait partie de ceci. Est-ce que jusqu'ici, c'est compris? Est-ce que c'est clair? Pourquoi la base génétique? Pourquoi bon, c'est-à-dire, quelles sont les bases pour penser qu'il y a que la génétique est à la base de l'affection du trouble bipolaire? Et vous pouvez écrire sur le chat aussi, ou lever la main. Oui. Je vais avoir ici la petite fenêtre du chat. Vous avez des questions? Ah oui, il y a quelqu'un qui veut parler. Et Pote, est-ce que tu veux parler? Non, elle est pas. Bon. Non. Puedes continuar. Voilà. Donc, on voit ici donc que la prédisposition familiale augmente. On a la population générale et donc un pourcentage petit. Quand on a quelqu'un affecté en 2e degré, c'est comme si on poussait un petit peu et alors la quantité de personnes affectées
puis, quand on a une personne de la famille affectée en premier degré, donc les parents, les enfants ou les frères qui sont affectés, alors la probabilité d'être soi-même affecté est beaucoup plus grande. Alors, pourquoi s'intéresser aux gènes qui sont impliqués dans le trouble bipolaire? Alors, il y a trois principales raisons pour étudier les raisons, la participation génétique. La première sont les marqueurs biologiques. Alors, ça nous permettrait d'identifier les individus qui sont en haut risque d'avoir un trouble bipolaire. Ça nous permettrait de faire un diagnostic plus tôt, donc quand la personne est plus jeune, et alors comme ça éviter beaucoup de conséquences, et ainsi mettre aussi un traitement plus tôt. Ça nous permettrait d'identifier les protéines qui sont affectées et donc de développer de nouveaux traitements. Et finalement, de trouver des traitements qui soient spécifiques pour les personnes qui soient répondeurs à un certain traitement. Alors, Maria, il y a une question sur le chat. Ah oui, alors il y a le professeur Quoi qui demande, est-ce qu'on peut dire que c'est une maladie épigénétique? Oui, donc, en fait, c'est une maladie qui est affectée aux deux niveaux. Donc, il y a une maladie génétique, il y a des gènes qui sont hérités, qui sont pas normaux. Mais c'est vrai que l'épigénétique est aussi quelque chose qui vient là-dessus. Alors, je reviens un petit peu avant. Quand on avait ici la méthylation, donc, on a des gènes de susceptibilité et des gènes de protection. Et l'environnement peut agir sur ces gènes-là. Alors, comment l'environnement agit-il là-dessus? L'environnement, c'est quelque chose de très complexe. Quand on parle de l'environnement qui affecte la génétique, on parle à la fois des situations de vie que la personne a dû vivre, non? Les circonstances que la personne a vécues. Par exemple, être victime de violence quand il était enfant, soit par exemple être exposé à une mauvaise nutrition quand il était enfant, mais aussi on parle de différentes altérations dans l'environnement, par exemple les virus, les bactéries, les parasites et toutes les infections qui peuvent finalement altérer l'ADN, peuvent avoir une implication dans disons, l'allumage des gènes. C'est comme si on avait des gènes qui sont là, mais qui ne sont pas allumés. Et puis après une infection virale, ces gènes deviennent allumés. Et donc, ils s'expriment alors qu'ils ne s'exprimaient pas avant. Et maintenant, on a un trouble bipolaire qui, normalement, ne s'est pas exprimé, même si on avait des gènes. Et donc, cet allumage des gènes peut se donner par plusieurs différents composants de l'environnement. Un sont les infections, l'autre sont les situations de vie auxquelles on est exposé. Un autre grand groupe sont les substances, donc l'alcool, les drogues, le tabac, qui peut avoir une altération de l'ADN, surtout quand ils ont été consommés pendant la grossesse. Et puis après, il y a des gènes qui sont beaucoup plus complexes, qui peuvent s'activer ou se déactiver d'après les circonstances de vie et soi-disant, marquent un petit peu la mémoire cellulaire. Donc, la mémoire de la cellule, il y a des gènes qui peuvent devenir allumés ou qui peuvent s'éteindre. Et c'est ça, la partie épigénétique de la maladie. Donc, il y a une grosse partie qui est épigénétique, vraiment, oui. Mais il y a aussi des gènes qui peuvent être hérités ou pas, qui peuvent être au début. Donc, probablement,
on a plusieurs troubles bipolaires, pas un seul. Donc, probablement, il y a des personnes qui ont un trouble bipolaire à cause des altérations épigénétiques. Et puis encore, c'est possible qu'il y ait des personnes qui ont des altérations à niveau des gènes directement. Est-ce que j'ai répondu à votre question, professeur Koh? Il a des autres questions. Tu peux regarder sur le chat? Oui. Ah oui? Oui. Non, il n'y a pas d'autres questions sur le chat. Ah, ok. Qu'est-ce que tu peux expliquer gène protecteur et gène susceptible? Oui. Et après, il dit, dans notre contexte, il y a des infections tropicales récurrentes. Est-ce que ça modifie les gènes? Oui, oui. Donc, la différence entre un gène de susceptibilité et un gène protecteur, et un gène qui augmente, un gène de susceptibilité et un gène qui augmente la probabilité de développer un trouble bipolaire. Et un gène protecteur est un gène qui, au contraire, nous protège de développer un trouble bipolaire. Oui, est-ce que c'est clair maintenant? Oui. Et de l'autre côté, oui, des maladies tropicales, ben oui, il y a plusieurs virus qui altèrent, qui viennent modifier l'ADN. Alors, tous les virus, tous les bactéries, et tous les parasites, toutes les infections qui peuvent finalement altérer l'ADN peuvent activer ou déactiver des gènes et donc peuvent être à la base des altérations qu'on voit et donc des altérations psychiatriques ainsi que beaucoup d'autres maladies. Je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, les nouvelles études sur le génome des bactéries qu'on a dans les intestins. Donc, les bactéries qui habitent dans nous, qui en fait sont beaucoup plus nombreuses que nos cellules humaines. Et donc, des altérations dans ces bactéries même peuvent être aussi, maintenant il y a des nouvelles études qui ont découvert que des altérations dans l'ADN des bactéries qu'on a dans les intestins peuvent aussi être à la base de plusieurs altérations psychiatriques, dont une d'elles, le trouble bipolaire, et ainsi que beaucoup d'autres maladies médicales, par exemple la diabète. Alors, vraiment, oui, il y a beaucoup de champs là où chercher. Et si, quand on parle de l'interaction gène-environnement, c'est vraiment une interaction très complexe avec beaucoup d'acteurs là-dessus. Bon. Donc, c'est l'altération. Okay. Oui? Ok. Oui, c'est clair. C'est clair. Ça permet de bien comprendre que beaucoup de troubles bipolaires, en fait, dans nos contextes, tu as parlé des micro-traumatismes psychologiques, c'est-à-dire ça peut être des abus sexuels précoces, des situations très difficiles. Ça peut être des complications graves à la naissance qui vont se compliquer après peut-être d'infections. Donc, ça va modifier l'expression génétique. Oui, exactement. Et surtout, voilà, ok. Oui, exactement. Et c'est aussi la cause, c'est toutes ces, disons, toute la partie de l'environnement qui a à voir avec les situations de vie, surtout dans l'enfance, vraiment est à la base de pourquoi le trouble bipolaire est un peu plus fréquent dans les communautés qui ont une mauvaise nutrition ou qui sont pauvres, qui n'ont pas d'accès à plusieurs médicaments. Et c'est justement parce qu'il va y avoir une modification de la susceptibilité génétique qui est là-dessus. Là-dessous, pardon. Donc, ça ouvre, en fait, ça ouvre des perspectives en prévention. Oui. C'est ça. Oui, exactement. Prévention précoce, en fait. Oui, exactement. Si. Il y a une grosse partie de prévention qui va vraiment aider. Donc, aider à une meilleure nutrition, aider à des environnements avec accès
aux médicaments, avec accès à un meilleur niveau de vie, à un environnement libre de violence, bien sûr, va aider à diminuer beaucoup en fait, presque tous les troubles psychiatriques, mais certainement le trouble bipolaire. Ok. Donc, ces altérations au niveau génétique, en fait, on va voir que ça entraîne une grosse cascade qui va petit à petit terminer par des altérations comportementales. Mais alors, on va voir, disons, la première partie, donc il y a les gènes qui sont altérés, et cette altération dans l'expression des gènes vient affecter la façon dont la neurone fonctionne. Donc, quelle évidence a-t-on d'une neuroplasticité affectée dans les troubles de l'humour? Donc, on a des altérations à niveau psychosocial. Donc, quand il y a du stress psychosocial, on sait que ceci précipite des épisodes de dépression ainsi que des épisodes de manie. Et on sait que ceci a à voir avec la neuroplasticité. Donc, les personnes où on fait des études et on fait une image cérébrale et le cerveau a moins d'atrophie, alors les personnes qui ont moins d'atrophie à niveau cérébral ont beaucoup plus de tolérance au stress psychosocial que les personnes qui ont une atrophie plus sévère ou dont la connexion entre une partie du cerveau et une autre est diminuée. Donc, on sait que cette partie-là est importante. Justement, on pense que l'atrophie dans les troubles bipolaires est probablement secondaire justement à la neuroplasticité. Donc, c'est quoi en fait la neuroplasticité? C'est, disons, la capacité qu'a la cellule, donc la neurone, de se récupérer après des comment dire, des insultes, disons des choses qui lui font mal. Donc, on a la neurone, il y a quelque chose qui lui fait mal, et la capacité de la neurone pour se récupérer et pour continuer une communication avec une autre neurone alors qu'il y a quelque chose qui l'a endommagé, ça, on l'appelle la neuroplasticité. Et ainsi que la capacité des neurones de grandir et de se communiquer entre elles. On sait aussi que les médicaments qu'on utilise pour la dépression ainsi que les médicaments qu'on utilise pour stabiliser l'humour dans les troubles bipolaires agissent directement sur le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, donc le BDNF. Et ce facteur, on sait que c'est un gène qui exprime et qui codifie donc pour une protéine, qui est donc celui-là, le facteur neurotrophique. Et celui-là participe dans une grosse cascade qui permet justement aux neurones de se récupérer et aux neurones de grandir et de se communiquer avec d'autres neurones. Et on sait donc que les médicaments antidépressifs et les stabilisateurs de l'humour agissent sur cette protéine et augmentent la quantité. On sait aussi que un autre traitement non pharmacologique qu'on utilise, qui est la stimulation transcrânienne, je ne sais pas comment dire ça, la stimulation magnétique transcrânienne, je ne sais pas si ça se dit comme ça, va aussi augmenter le BDNF ainsi que l'électroconvulsivothérapie. Et à la fois, justement, on a plusieurs évidences des altérations à niveau des cascades de signalisation qui donc vont affecter la production, la libération et la réception des neurotransmetteurs. On va avoir aussi des altérations dans les différents systèmes de communication et de signalisation.
finalement, on va voir aussi donc, ces cascades de signalisation vont être altérées entre elles de plusieurs façons. On va avoir donc une altération dans la production des neurotransmetteurs, une altération dans la libération de ces neurotransmetteurs, une altération dans la réception des neurotransmetteurs. Et après, dans toute la cascade dans laquelle agissent les neurotransmetteurs. Donc, je vais ici vous montrer. On a ici, donc, dans cette image, on a plusieurs neurones qui se communiquent entre elles. Donc, la neurone présynaptique, la neurone postsynaptique là au-dessous. Et des deux côtés, ce qu'on appelle des neurones, des interneurones. Donc, dans la neurone présynaptique, on a des vésicules qui contiennent les neurotransmetteurs. Quand il y a un signal électrique, il y a donc la communication entre neurones se fait de façon électrique et de façon chimique. Donc, la première signal vient de façon électrique et elle pousse, disons, elle provoque l'union des vésicules qui contient les neurotransmetteurs à la membrane et donc la libération des neurotransmetteurs. Et puis après, ces neurotransmetteurs viennent et se collent, disons, dans les récepteurs de la neurone postsynaptique, ainsi que dans les interneurones. Et puis, ceci, une fois que le neurotransmetteur a activé ce récepteur-là, il y a toute une cascade qui est provoquée, qui est déclenchée, disons, par l'union des neurotransmetteurs. Donc, les altérations peuvent être au niveau disons, la première signal électrique qui va envoyer les vésicules vers la membrane. Elle peut être au niveau de la production de ces neurotransmetteurs, donc il va affecter la quantité de neurotransmetteurs qui est à l'intérieur des vésicules. Il y a aussi des altérations qui peuvent être présentes dans l'union des vésicules avec la membrane et donc qui affectent la libération. On a aussi donc des altérations qui peuvent être présentes dans les récepteurs, donc des récepteurs qui ne sont pas si, disons, si sensibles aux neurotransmetteurs qui s'unissent. On peut aussi avoir des altérations dans les récepteurs des interneurones, donc qui réagissent de façon différente aux neurotransmetteurs qui viennent ici. Et finalement, on peut avoir beaucoup d'altérations dans les différentes cascades qui sont déclenchées par l'union neurotransmetteur-récepteur. Et celle-ci, à la fois, finalement, elle va se communiquer avec une autre neurone et va venir de ce côté-là. Et donc, toutes ces cascades, vous voyez comme c'est complexe. Il y a beaucoup de parties où on peut avoir des altérations qui, finalement, vont altérer la façon dont ces quatre neurones se communiquent entre elles. Maria, pardon, il y a une question. Le professeur dit, est-ce que tu peux expliquer pour tout le monde le thème de neuroplasticité? Oui. Donc, oui, très bien. Alors, justement, à travers cette communication, il va y avoir, disons, si on pense que cette neurone, on va ici se centrer sur une neurone dont la fonction finalement va être de maintenir cette communication. Donc, on va dire que la neuroplasticité, dans cet exemple-là, c'est le fait de maintenir la communication entre cette neurone-là et cette neurone-là. Donc, quand vient un stimulus électrique et la libération des vésicules, ce stimulus électrique à la fois permet la libération des vésicules, mais à la fois déclenche toute une cascade qui finalement active les gènes qui sont responsables des facteurs qu'on appelle neurotrophiques.
le plus important et le plus connu de tous, c'est le BDNF, donc le facteur neurotrophique dérivé du cerveau. C'est le plus important, mais ce n'est pas le seul. Donc, quand il y a un stimulus électrique, ce stimulus, à la fois, déclenche, disons, la libération des neurotransmetteurs dans l'espace synaptique, mais aussi déclenche la libération de la protéine BDNF. Cette protéine, donc, va être libérée dans l'espace ainsi que les neurotransmetteurs. Et les neurotransmetteurs vont agir sur ces récepteurs, mais le BDNF va aussi agir sur d'autres récepteurs, sur d'autres, disons, sur d'autres parties des récepteurs. Et donc, le BDNF a une influence directe sur la sensibilité des récepteurs. Donc, dans une communication entre les neurones où il y a une libération de BDNF, les récepteurs de l'autre côté vont être plus sensibles et donc vont réagir beaucoup plus à l'action des neurotransmetteurs là-dessus. Le BDNF aussi va agir sur les interneurones et elle va, disons, diminuer. Ces interneurones, normalement, ce qu'elles font, c'est diminuer la communication entre ces deux-là. C'est comme si elles étaient là à écouter ce qui se passe. Et elles disaient, on va arrêter un petit peu cette communication, on va la réguler. Donc, quand il y a une libération de BDNF, ces interneurones-là sont un petit peu, c'est comme si elles étaient éteintes. Et donc, ceci donne une meilleure communication entre cette neurone-là et cette neurone-là. Et donc, la communication entre ces deux-ci est favorisée. Et ceci permet donc que cette communication se maintienne. Donc, même s'il y a des altérations qui viennent empêcher cette communication-là, la libération de BDNF va favoriser qu'elle se maintienne et donc la récupération entre ces communications. Ça, c'est une des parties où ceci agit. Mais il y a aussi une partie où la neuroplasticité parle aussi de la capacité des dendrites. Donc, ici, c'est la communication entre une dendrite et l'autre. Mais si on voyait, je vais essayer de faire un petit dessin. Je vais essayer de faire un dessin. Je suis mauvaise pour dessiner, mais bon, j'espère que ceci va fonctionner. Donc, ici, c'est une première communication. Non, c'était celle que je vous montrais avant avec le schéma. Non, donc, deux neurones qui se communiquent entre elles. Mais, on a aussi, donc, ça, c'est mon dessin d'une neurone. Demander des draps bleus. Il y a donc le blanc là. Il faut que cette année, on change la couleur de drap. Il faut avoir des draps bleus. Quand il y a quelque chose qui vient blesser le dendrite, et donc cet dendrite-là se casse, disons, et alors cette neurone ne peut plus se communiquer. Ici, il va y avoir plusieurs cellules qui sont justement des cellules de la défense, ce qu'on appelle la glia. Ce sont d'autres cellules qu'on a dans le cerveau. Et ce sont les responsables de réparer, Oui, donc, on avait déjà fait un premier courrier là. de réparer ces altérations qui ont là, on va lieu joindre ça à ça. la dendrite. Elles sont parties. Donc, celles-là vont être les responsables de venir réparer ceci. Et celles-là sont activées par plusieurs cascades de signalisation. Et on sait que s'il y a une libération de certains facteurs, justement qu'on appelle neurotropiques, comme le BDNF, l'action de ces deux autres cellules pour réparer va être favorisée. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Est-ce que c'est un petit peu plus clair? Je ne suis pas très bonne pour expliquer ceci. Et le professeur dit
Ah oui, oui, professeur, Oui, vous pouvez oui, parler. Oui, oui, oui. Maria, c'est très intéressant, mais on est vraiment en micro-neurologie cellulaire, donc c'est c'est pas toujours évident, mais bon, on comprend un peu le concept. Moi, je comprends en fait un peu le concept de neuroplasticité et puis la dynamique de communication. Et ce qui est très intéressant, c'est que si je comprends bien, au niveau, il y a un facteur neurotropique qui est protecteur en fait Exactement. de toutes ces réactions en cascade en fait, de tous ces cassures et microcellulaires. C'est-à-dire ça vient pour essayer de faire une zone tampon, bien quelque chose de... Est-ce que c'est un peu ça? Ça vient pour protéger un peu, pour ne pas qu'on aille à la pathologie directement. Oui, exactement, c'est ça. Donc, il y a des altérations qui peuvent... bon, il y a des facteurs environnementaux qui viennent justement blesser, disons, bon, ils peuvent blesser directement les neurones, mais ils peuvent aussi blesser les dendrites, ils peuvent aussi blesser l'axone. Et ça, c'est quoi? Ben, c'est par exemple le stress continu, la violence, non? Mais aussi les substances C'est ça, c'est ça. et aussi, bien sûr, la violence et différents scénarios qu'on voyait avant. Bon. Donc, toutes ces parties qui font partie de l'environnement viennent blesser les neurones. Et il y a plusieurs facteurs qui peuvent nous aider à réparer. Donc, un d'eux, c'est le BDNF. Mais il y a aussi des altérations qui, même en absence de ces... il y a des personnes donc, qui ont des gènes de susceptibilité vraiment importants. Et donc, même en absence de ces autres parties, vont avoir, disons, des altérations dans la communication entre une neurone et une autre. Et ces altérations font partie des cascades de signalisation. Donc, je vais revenir dans la présentation. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, justement, il y a des cascades, je vais vous montrer ici. Vraiment, là, c'est vraiment au niveau moléculaire, c'est vraiment infernal. C'est difficile à comprendre, c'est encore plus difficile à expliquer. Mais bon, j'espère que je vais réussir un petit peu juste à vous montrer l'essentiel. L'essentiel, c'est que, comme vous voyez dans cette diapo, il y a vraiment beaucoup de protéines qui sont présentes dans ces cascades. Et ces protéines agissent un peu partout. Et ces protéines vont affecter beaucoup de processus. Donc, d'un côté, ils vont affecter la capacité de la neurone de se réparer. D'un autre côté, elles vont affecter la façon dont la neurone se communique avec l'autre. Et d'un autre côté, elles vont affecter la façon dont la neurone répond aux neurones qui se communiquent avec elle. Est-ce que c'est clair à ce niveau-là? C'est bon pour moi. Je ne sais pas si les autres qui sont un peu timides, je ne sais pas s'ils comprennent. C'est vraiment compliqué. J'espère pas du tout vous expliquer comment ceux-ci réagissent entre eux. J'ai aucune idée. Je vais juste vous dire qu'il y a beaucoup de parties et c'est vraiment complexe. C'est toute une interaction. Et ce qui est vraiment très intéressant et que je veux vous montrer ici, c'est qu'on sait que les stabilisateurs, mais surtout le lithium, agit sur plusieurs parties de ces cascades ici. Et donc, on pense que c'est pour ça que le lithium a vraiment un effet très puissant sur le trouble bipolaire, pas seulement pour, disons, calmer l'épisode aigu, mais pour prévenir de nouveaux épisodes dans le futur. J'avais une question là. Oui. Tu as abordé
la question de l'atrophie cérébrale. Oui. Ça veut dire en fonction de... Mais est-ce que c'est visible au scanner cérébral classique? Est-ce qu'on peut... Oui, c'est visible. Oui, c'est visible. D'accord. C'est pas si évident que ce qu'on voit, par exemple, en schizophrénie. En schizophrénie, c'est beaucoup plus clair. Il y a une atrophie qui est beaucoup, beaucoup plus grosse. Mais il y a vraiment une atrophie cérébrale qui peut être mesurée. Et le plus d'épisodes, de plus d'épisodes à une personne, plus d'atrophie elle va avoir. Si on prend une personne qui a débuté, disons, à 16 ans, et on fait un scanner cérébral quand il a 50 ans, et de 16 ans à 50 ans, il a eu un épisode soit maniaque, soit dépressif, chaque année, par exemple, il va y avoir une atrophie beaucoup plus sévère. Et il va y avoir non seulement des atrophies, mais aussi des lésions, des lésions dans pas dans les neurones, mais dans la glia. C'est-à-dire ce qu'on appelle white matter, donc la partie blanche du cerveau. Je ne sais pas si on l'appelle comme ça en français, la partie blanche. C'est ça. Donc, on a des altérations dans la partie blanche du cerveau qui sont visibles dans une résonance magnétique. Et on a aussi une atrophie. On a les deux. Mais est-ce qu'on peut également observer, je termine rapidement, il y a quelqu'un qui pose une question. Est-ce qu'on peut observer des réactions inflammatoires? Oui. D'accord. Oui. Donc, exactement. Justement, quand il y a ces stress ou ces différentes raisons pour lesquelles les neurones et les circuits deviennent blessés, il y a toute une réparation qui est mise en place. Et cette réparation se fait pareil que dans le reste du corps, avec justement avec l'inflammation. Donc, nos cellules qui répondent aux blessures. Et si cette inflammation n'est pas, disons, est altérée, il va y avoir aussi des altérations pour la réparation. Donc, vraiment, c'est une des raisons pour laquelle on pense que, bon, quelque chose qu'on sait, c'est que c'est beaucoup plus difficile de trouver d'autres maladies comme le diabète ou aussi des troubles cardiaques relatifs justement à l'ischémie cardiaque, par exemple. C'est beaucoup plus fréquent que dans la population générale. Il y a d'autres altérations de l'inflammation comme des maladies comme le lupus, des maladies auto-immunes qui ont vraiment des altérations au niveau de l'inflammation, sont plus fréquentes dans le trouble bipolaire que dans la population générale. Donc, on pense qu'il y a des facteurs communs qui affectent d'une partie le cerveau, et donc le cerveau, l'expression de l'altération de ces altérations dans le cerveau et le développement de troubles comportementaux tels que le trouble bipolaire. Et quand ils affectent d'autres organes, par exemple le pancréas, ce qu'on voit cliniquement, c'est une diabète. Mais on pense qu'il y a des facteurs communs à toutes ces maladies, et c'est pour ça qu'elles sont beaucoup plus fréquentes dans les personnes qui sont bipolaires que dans la population générale. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Il y a une autre question, Maria. Bon, en opinion, on dit c'est très, c'est très complexe, mais ça nous permet, psychopathologues, de mieux comprendre l'approche neurobiologique des troubles bipolaires. Une autre idée très intéressante est à dire que toutes les situations de troubles bipolaires sont toujours associées à un facteur neuroendocrinien. Oui, elles sont vraiment très associées, pas toujours, mais la fréquence est très très haute.
Donc, là, merci pour cette question parce que justement, j'avais oublié une partie très importante et que ces cascades-là ne restent pas dans le cerveau. C'est-à-dire ces cascades-là vont très très loin et elles affectent justement les hormones. Non, elles ne restent pas juste sur les petites protéines et les petites molécules à l'intérieur des neurones, sinon qu'elles altèrent la façon dont les neurones se communiquent entre elles. Et donc, bien sûr, les neurones qui ont pour responsabilité, disons, pour fonction, voilà, pas responsabilité. Pour fonction, donc, ils vont altérer les neurones qui ont pour fonction la libération de différentes hormones dans le corps. Et à la fois, ces altérations dans les hormones, par exemple les hormones thyroïdes, vont avoir à la fois un impact. Donc, c'est quelque chose qui est connecté l'un avec l'autre et qui finalement fait que ceci devient vraiment très, très complexe. Non? Alors, ici, je viens là-dessus un petit peu. Donc, ces anomalies dans les cascades de plasticité vont donc affecter les circuits. Et ces circuits régulent quoi? L'humour, c'est ce qu'on voit, les psychiatres, non? On voit la dépression, la manie, c'est ce qui nous permet de faire le diagnostic, mais certainement, ce n'est pas tout ce qui conforme le trouble bipolaire, c'est juste ce qui nous permet de faire le diagnostic, mais c'est beaucoup plus gros que ça, c'est beaucoup, beaucoup plus grand. Il y a aussi des circuits qui régulent la cognition, donc on sait que la cognition dans le trouble bipolaire est très affectée. On sait que ce n'est pas normal, par comparaison avec les personnes qui sont de la population en général, qui ne sont pas atteintes du trouble bipolaire. On sait même que ces altérations cognitives sont présentes dans la famille non affectée. Non? Donc, si on prend quelqu'un qui a un trouble bipolaire et on fait des tests à son frère qui n'est pas affecté de trouble bipolaire, on va trouver des altérations cognitives, donc à niveau de la mémoire et à niveau des processus mentaux compliqués, non? Complexes, même s'il n'a pas d'altération au niveau de l'humour. On a aussi des altérations dans les fonctions motrices et ici, la question qu'on me posait dans les fonctions neurovégétatives. Donc, les fonctions neurovégétatives, c'est-à-dire le sommeil, l'alimentation et bien sûr tout ce qui est régulé par les hormones, dont la plus importante, les hormones thyroïdes. Donc, ces anomalies sont justement ce qui explique l'autocomorbidité médicale. C'est ce que je vous disais avant, la présence de diabète, de maladie d'ischémie cardiovasculaire et l'hypertension, qui est beaucoup, beaucoup plus fréquente, ainsi que l'obésité et d'autres maladies, et qui sont aussi à la base d'une mort cellulaire atrophique. Et c'est aussi des situations de stabilité. Donc, ça, c'est... Ah, voilà, ici, il y avait un schéma. Je n'avais pas à faire mon dessin en ligne. J'avais oublié que j'avais aussi bien... Bon. Il y a ici les dendrites. Et il y a justement nos petites cellules, la glia, qui se posent ici et qui permettent de parler et qui permettent qu'il y ait plus de dendrites. Donc, c'est là qui a presque pas de bras et c'est là qui a beaucoup, beaucoup de bras. Donc, c'est là, disons, elle serait mieux et c'est là, elle est un petit peu malade. La communication directement entre les neurones et donc les cascades qui sont justement à la base de tous ces changements qu'on voit ici. C'est ce qu'on appelle la plasticité synaptique. Alors, je vais aller un petit peu plus dans, je vais sauter cette partie-là qui est vraiment très compliquée. Là, c'est les anomalies donc, dans les neurotransmetteurs. Donc, une des cascades dérive justement dans l'expression des neurotransmetteurs, dans les libérations et l'expression. Et c'est ici, par exemple, dans cette partie du circuit, dans cette partie de la cascade, qu'agissent non seulement les stabilisateurs comme le lithium, mais les antipsychotiques.
Non, les antipsychotiques ont une très grosse participation dans la régulation des neurotransmetteurs. Donc, c'est beaucoup plus loin dans la cascade que le lithium. Le lithium agit à niveau moléculaire ainsi qu'au niveau directement des neurotransmetteurs. Mais, par exemple, les antipsychotiques agissent beaucoup plus loin. Ils agissent directement dans la régulation des neurotransmetteurs. Donc, c'est beaucoup plus loin dans la cascade, mais ils agissent là-dessus. Et bien sûr, les neurotransmetteurs qui sont affectés sont plusieurs. La dopamine, certainement, la sérotonine, certainement, mais il y a d'autres qui sont aussi impliqués. Mais certainement, ces deux-là, la dopamine et la sérotonine, sont les plus importants, et c'est pourquoi on utilise des stabilisateurs, des antidépressifs et des stabilisateurs de l'humour pour agir directement sur les épisodes aigus. Mais donc, ici. Alors, je viens sur la structure cérébrale pour répondre sur la partie neuro-endocrinienne et pour répondre à la question des atrophies. Donc, on a vraiment des évidences disons, très solides sur les altérations au niveau de la structure cérébrale. Donc, quelles sont les parties du cerveau qui sont altérées dans le trouble bipolaire à niveau de la structure? Bien sûr, la partie frontale. Il y a une réduction du volume, il y a une diminution de l'activité, et il y a une diminution de la partie dorsolatérale qui est donc celle qui agit le plus sur la prise de décision et qui est, soi-disant, le policier de nos actions. Donc, c'est la police qui va nous dire si quelque chose qu'on fait, c'est bien ou c'est mal, et qui va, disons, nous arrêter de faire des choses qui peuvent nous mettre en danger. Alors, cette partie-là est vraiment, il y a une réduction dans le volume et une réduction dans son activité. Après, les autres parties qui sont affectées, c'est ce qu'on appelle le système, en fait, je dois chercher le mot parce que je ne suis pas sûre, mais c'est le système limbique. Est-ce que ça se dit, système limbique? Je vais juste vite chercher la traduction pour être sûr que j'utilise le bon mot. Bah oui, c'est le système limbique, selon Google. J'espère que c'est vrai. Bon, donc, le système limbique, je vais vous montrer ici. Voilà. Donc, c'est ça dont je parle quand je parle du système limbique. Donc, le système limbique, c'est un système qui est conformé par plusieurs parties du cerveau. Donc, l'amygdala, ça, c'est ce qu'on appelle les grands nucles de la balle. Donc, c'est là, et finalement, ici, on a le frontal. On a le cingulum qui est ici. Vraiment, ici, j'espère que j'utilise les mots corrects parce que je ne suis pas sûre vraiment comment on les appelle. Mais bon, il y a le globus pallidus, le caudex et le putamen. Ces trois-là sont ce qu'on appelle les nucles centrales du cerveau. Après, on a le thalamus, le corps callosum, qui est celui qui communique les deux hémisphères. Mais on a donc la cortex. Bon, j'espère que vous me comprenez si vous ne comprenez pas, vraiment, s'il vous plaît, arrêtez-moi et dites-moi les mots corrects en français parce que là, vraiment, je ne suis pas du tout sûre. Comment est-ce qu'on dit cortex, par exemple? Ça, c'est vraiment difficile pour moi. C'est un mot que je n'ai jamais appris. Cortex, oui, cortex. Donc, c'est le cortex du cingulum. Et donc, toutes ces parties-là font une communication entre ce qu'on appelle le cerveau primitif et le cerveau neurovégétatif avec le cerveau beaucoup plus développé, qui est donc le cortex frontal. Ce circuit-là, ou ce système-là, contrôle plusieurs actions dans le cerveau. La plus importante de toutes, ici on le voit d'une autre façon,
toute cette partie du cerveau régule les parties neurovégétatives, donc le sommeil, l'alimentation, aussi la température et la faim. Donc, l'alimentation en tant qu'avoir ou ne pas avoir faim. Et une autre partie qui est très importante, qui commence avec l'amygdala, qui est une partie, disons, du cerveau primitif, qui est, disons, le début des altérations de l'humour. Donc, il y a une altération amygdaline qui commence ici, dans le cerveau primitif, mais qui après va être régulée par les cerveaux beaucoup plus développés, donc le cortex préfrontal. Mais donc, tout ce système-là va avoir des implications dans l'humour, dans la régulation de l'humour, dans la régulation des fonctions neurovégétatives et finalement dans la prise de décision d'après ces altérations qu'on a ici. Oui? Alors, ici, j'ai un autre schéma qui le présente un petit peu mieux. Donc, on a en centre l'amygdala qui est la partie la plus primitive du cerveau pour la régulation des émotions. Donc l'amygdala est très primitive, c'est-à-dire elle est présente dans des espèces vraiment très éloignées de l'humain. Et l'amygdala, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit soit tu dois avoir peur, soit tu dois être content, soit tu dois être triste. Ce sont des émotions, disons, très basiques et qui va nous aider à nous éloigner des choses qui nous font mal et à nous approcher des choses qui nous font du bien. Mais c'est vraiment très primitif. Alors, cette amygdala a des altérations dans le trouble bipolaire. Qu'est-ce qu'on voit? Bon, en général, dans le trouble de l'humour, dans la dépression aussi, on le voit. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Cette partie du cerveau, dans les troubles bipolaires et dans les troubles de l'humour en général, a une réponse qui n'est pas régulée comme dans les autres personnes. C'est-à-dire, un stimulus qui, dans une personne dépressive, un stimulus qui normalement nous rendrait heureux, ne les rend pas heureux. Et un stimulus qui le rendrait triste, mais un petit peu triste, les rend vraiment très très tristes. Donc la réponse au stimulus extérieur est différente chez les personnes qui ont des troubles de l'humour parce que leur amygdala fonctionne différemment. Est-ce que cette partie-là est plus claire? Ou est-ce qu'elle est claire? Est-ce que j'arrive à vous transmettre le message? Allô? Oui. Maria, tu peux aussi interroger les personnes pour voir si c'est bien compris. D'accord. Oui, voilà. Quelqu'un qui veut participer, juste pour me dire, est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai arrivé à expliquer la fonction de l'amygdala et comment elle est altérée dans les troubles de l'humour? Par exemple, je vois... Il n'y a pas des opinions. Non, pas. Bon, d'accord, je continue. Donc, l'amygdala donc répond de façon anomale, disons, au stimulus qu'elle reçoit. Mais ce n'est pas seulement que l'amygdala fasse une réponse qui n'est pas, disons, normale, c'est aussi que sa communication avec le cortex cérébral, le cortex frontal, n'est pas assez bien développée, non? Donc, le cortex cérébral, normalement, devrait se communiquer avec l'amygdala et un petit peu la réguler. Donc, il y a l'amygdala qui vient crier « Non, attention, c'est très dangereux ».
elle envoie ce message au cortex frontal. Et le cortex, ce qu'il va faire, c'est évaluer ce que lui dit l'amygdala avec ce que lui disent les autres parties du cerveau. Donc, par exemple, la mémoire. Alors, il dit, d'accord, il y a cette amygdala qui me dit que, par exemple, cette araignée est quelque chose qui va me mettre en danger, mais quand je communique avec ma mémoire visuelle, je vois que c'est une araignée qui, en fait, je sais qu'il n'est pas venineuse et qui ne va pas me faire du mal. Et alors, elle régule l'amygdala et lui dit, non, allez, on se calme, c'est pas si grave. Ça, c'est comme, normalement, d'une façon expliquée un petit peu caricaturesque. Mais bon, c'est un petit peu comme ça fonctionne. Mais ici, la capacité du cortex cérébral, et surtout le cortex frontal, pour dire à l'amygdala, non, allez, on se calme, c'est pas si grave, n'est pas si bonne. C'est une des parties, justement, cette communication ici, est la raison la plus importante pour toutes les psychothérapies, pourquoi les psychothérapies fonctionnent. Elles nous aident à vraiment améliorer cette communication et à évaluer les situations et à essayer de calmer l'amygdala à travers une autre évaluation de la situation et ne pas réagir directement parce qu'il nous a dit en premier instant une partie très primitive du cerveau. D'accord? J'espère que j'ai un petit peu réussi à faire ça. Mais cette partie est connectée à plusieurs d'autres parties qui vont entre toutes finalement réguler l'humour. Et donc, dans les personnes qui ont un trouble bipolaire, toutes ces communications ont des altérations à différents niveaux qui font que la régulation de l'humour soit très difficile et que l'humour soit vraiment dans des pôles vraiment très élevés. Donc, on a un humour, disons, joyeux, de joie, qui est vraiment expressé d'une façon vraiment altérée, parce que la régulation ne peut pas se faire, et donc on a un épisode maniaque. Et de l'autre côté, la régulation, par exemple, d'une émotion qui est normale, comme la tristesse, devient complètement difficile à réguler, et donc on termine dans un trouble dépressif. C'est plus compliqué que ça, mais c'est une des parties qui explique finalement pourquoi on a des altérations dans l'humour, qui est donc une des parties, celle qui nous permet au psychiatre de faire le diagnostic, donc l'altération de l'humour. Mais comme vous voyez, ce n'est pas tout, ce n'est qu'une petite partie de ce qui est altéré dans les troubles bipolaires, mais c'est vraiment la partie la plus évidente, la plus grosse. Non, la partie de l'altération de l'humour est vraiment le centre des altérations du trouble bipolaire. Et donc, la communication entre ces différentes parties du cerveau est celle qui explique la partie de l'altération de l'humour et donc la partie la plus évidente du trouble bipolaire pour nous, les psychiatres. Ça, c'est un autre fait. Justement, ce sont des différents schémas dans lesquels je vous montre les différentes interactions avec au centre, donc cette amygdala qui n'est pas bien régulée et qui donc envoie des signaux qui ne sont pas bien. D'accord? Et donc, on revient au premier schéma où un schéma qui se ressemble au celui du début. On a donc des altérations au niveau cellulaire, donc à niveau moléculaire, qui vont affecter la façon de fonctionner des cellules, qui vont donc affecter les systèmes qui donc vont affecter le comportement, donc cognitif, affectif et sensorimotrice. Et cette partie-là, tout en haut, c'est celle qu'on voit comme psychiatre. Mais vraiment, il y a beaucoup d'altérations au-dessus. Voilà. Bon, je vais arrêter la présentation, je vais rallumer mon caméra. Voilà. Voilà, on a quelques minutes pour des questions. J'espère que j'arrive à répondre à vos questions.
professeur Guépi. Oui. Bonsoir, docteur, et merci pour cette présentation. C'était vraiment très intéressant. C'était très intéressant. Mais je n'ai pas une question. D'abord, je voudrais que vous Non, l'Internet dérange. oui, je voudrais vous prier de reprendre un peu les motifs pour lesquels la psychothérapie semble parfois marcher dans la prise en charge des troubles bipolaires. Merci. Ah, d'accord. Donc, la psychothérapie est un petit peu, donner un petit peu plus de détails sur comment elle fonctionne, c'est ça? Dans la présentation, à un moment donné, vous avez expliqué, vous avez touché une dimension où vous aviez dit que c'est ça qui explique pourquoi parfois la psychothérapie marche. Et je n'ai pas bien compris cette partie. Ah, d'accord, d'accord. Donc, il y a plusieurs parties où on peut agir. Alors, je vais essayer de revenir sur la présentation. Voilà. Donc, je vais revenir sur cette partie-là. Voilà. Donc, avec ce schéma-là, je vais essayer de répondre à votre question. Donc, on a des altérations dans tous ces circuits-là. On a donc plusieurs approches qui vont nous servir pour contrôler la plus grosse partie, qui est donc les altérations du comportement et les altérations de l'humour. Une partie va être celle des médicaments. Alors, les médicaments, comment est-ce qu'ils vont agir? D'une partie, ils vont justement essayer d'arrêter les messages qu'envoie l'amygdala qui sont vraiment trop élargis, disons, qui ne sont pas proportionnels au stimulus qu'elle reçoit. Et donc, on a des médicaments, notamment les antipsychotiques, qui vont aller agir directement sur l'amygdala et, disons, baisser le signal qu'envoie l'amygdala. Ça, c'est la partie où agissent certains de nos médicaments. D'autres médicaments agissent par exemple, les antidépressifs agissent d'une partie, ils agissent sur la communication qu'il y a entre l'amygdala, donc ici, donc entre l'amygdala et le cortex. C'est ce qu'on appelle une communication du bas vers le haut, donc de l'amygdala vers le cortex. Ça, c'est la façon d'agir de la plupart des médicaments, donc les antipsychotiques et les antidépressifs. Et par contre, la psychothérapie agit, on appelle ça agir du haut vers le bas. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise notre capacité de communiquer avec les autres parties et de réguler la façon dont on agit, même si on reçoit ces signaux de l'amygdala. Donc, par exemple, je vois une araignée et je sens peur. Je peux prendre un médicament qui va faire que quand je vois une araignée, je ne sens pas la peur, ou je peux m'exercer à, même si j'ai peur, réguler ma réaction envers cette araignée. Donc, au début, je vais avoir très peur, mais je ne vais pas courir. Et petit à petit, avec l'exposition continue, je vais arriver à réguler la peur que je sens quand je vois l'araignée. Alors, en fait, l'approche qui est l'approche qui a le plus d'évidence de servir, c'est celui qui à la fois diminue la peur que je sens quand je vois l'araignée et à la fois qui régule l'action que je prends quand je vois cette araignée. Donc ça c'est par exemple dans l'anxiété ou dans la phobie.
Mais c'est pareil dans le trouble bipolaire. Donc, je me sens très triste et comme je me sens très triste, je n'ai pas envie de sortir. Alors, je peux prendre des antidépressifs qui vont faire que la tristesse soit moins sévère et donc, je reprends l'envie de me lever. Soit, je fais au contraire et je me lève même si je suis triste. Et donc, j'agis du haut vers le bas. Et c'est ce que fait la psychothérapie. Non? Elle agit en essayant d'utiliser notre capacité de contrôler ce qu'on fait, donc notre comportement, même si les émotions ne sont pas celles qu'on voudrait. C'est un peu ce que fait la psychothérapie. Elle marche du haut vers le bas. Mais certainement, c'est beaucoup plus facile si les épisodes sont soi-disant petits, sont pas sévères. Quand les épisodes sont sévères, vraiment, si on ne contrôle pas d'abord cette partie-là, la psychothérapie ne va pas marcher. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Et je pense que son Internet d'Orange, je ne le vois pas. Je crois que ça a coupé. Mais elle va regarder ta réponse dans les vidéos. Et Maria, ce sont c'est 30 aussi, tu as la réunion, non? Notre réunion. Oui. J'ai donc une réunion, je dois vous quitter, mais on se voit la semaine prochaine et je reprendrai d'abord vos questions sur cette présentation-là si vous en avez. D'accord? Oui, nous pouvons créer une communauté où vous pouvez poser les questions. Alors, nous allons le faire. OK? Merci beaucoup, Maria. Merci beaucoup à tout le monde, professeur. Et nous sommes en train de parler. Ça serait bien que si vous pouvez évaluer cette séance, non? Et nous donner un feedback. Et, non? Et mini rapporte au feedback de cette séance. OK. OK. Bon, merci. à la prochaine. Bye bye. Merci beaucoup. Bye bye.